Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Bon, on est un peu en retard exceptionnellement pour cette émission, mais c'est parce qu'on a un invité d'exception aujourd'hui. Bonjour Clément. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Clément pour tout ce que tu as à nous partager, à nous proposer dans l'ensemble de ce que tu fais et ce pourquoi tu œuvres. J'aimerais, pour commencer, j'ai pas envie de spoiler, j'aimerais simplement que tu te présentes. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, comment te présentes-tu ? Comment je me présente ? Alors déjà, d'une certaine manière, j'avais envie de vous dire, je vous ai proposé une pratique qui est de danser avec le présent et donc d'accepter le chaos inhérent par ce retard inopiné. Et justement, une des choses qui est importante pour moi, c'est comment on danse avec les contraintes, avec les aléas, et on reste du côté doré, du côté lumineux de l'existence, en transmutant ça immédiatement et en se mettant pas du poids, de la peine, de la plainte, de la victimisation, de je sais pas quoi en fait. C'est-à-dire comment on transmute. Donc moi je suis metteur en scène, ma compagnie s'appelle l'Alchimique Compagnie et donc tout mon projet c'est de transmuter le plomb en or et ça va passer par plein de chemins différents. Voilà, donc du coup pour me présenter maintenant et faire ma petite bio rapide, on va dire moi je suis professionnel du spectacle en fait depuis 23 ans. Je suis sorti en 2001 d'une école nationale, qui est l'école supérieure d'art dramatique du théâtre national de Strasbourg. Donc ça c'est le nom intégral. On dit plus rapidement l'école du TNS, qui est donc une grande école sous tutelle du ministère de la Culture. Et effectivement après j'ai travaillé dans le cœur, on va dire, du théâtre subventionné. Français, et j'ai habité à Paris un long moment pour ça, puisque c'est vraiment un peu l'épicentre, on va dire. La France est un pays très jacobin, très centralisé, donc voilà, j'ai quand même réussi à m'échapper il y a quelques années, d'abord à Lyon, puis maintenant près d'Annecy, au creux d'une petite vallée des Bauges, non loin du lac, voilà, où avec les enfants on profite des vaches, de la neige et de la paisibilité du vert tout autour de nous. Donc, alors la spécificité de tout ça, c'est que moi, on va dire, j'ai une approche de poète. Et pour moi, créer, c'est pas fabriquer des choses, c'est avoir des révélations en fait. C'est sentir une nécessité de dire quelque chose, de partager quelque chose, puisque le théâtre c'est d'abord un acte de partage, où je fais quelque chose en scène qui est vu, écouté, communié quoi par la personne qui est en face. Et du coup. Voilà, et du coup, donc, je réfléchissais en même temps. Du coup, justement, tu parlais dans le théâtre, il y a cette notion de partage, en effet, de partage, l'objectif et le partage. En effet, il n'y a pas de... Quand tu crées une pièce de théâtre, tu le fais pas pour toi, égoïstement, comme tu nommais avec la poésie. Tu disais, je suis un poète. D'ailleurs, petite parenthèse, tu as créé d'ailleurs un très beau recueil. Et oui, le chemin. Donc, oui, que tu as pu découvrir en venant d'ailleurs au salon bien-être de Chambéry. Alors oui, parce qu'en fait toute cette enquête sur c'est quoi créer, c'est quoi partager, c'est quoi écrire, c'est quoi être en scène, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quoi entre la personne qui est sur la scène et celle qui l'écoute, cet animal vivant qui est le public et qui vient comme ça dans l'obscurité se prêter à ce jeu et presque j'ai envie de dire maintenant aujourd'hui à ce rituel qui est le théâtre, donne une responsabilité à la personne qui est sur la scène, une responsabilité qui est de dire ok en fait si je considère, alors là je vais très vite, je vais presque à la conclusion, mais si je considère que le théâtre est une forme de rituel où les gens qui viennent là dans l'ombre vont être modifiés presque par ce qui va avoir lieu, alors se pose la question de qu'est-ce que j'ai envie moi de
de leur donner, quoi. Donc d'insuffler. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, je suis un insuffleur d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la présence du divin en soi, mais le divin, j'ai envie de dire, c'est la force de vie, quoi. Donc moi, j'ai envie que les gens ils repartent de ces cérémonies théâtrales avec l'élan de changer le monde, avec un regain d'énergie, de joie, j'allais dire d'amour, mais de cet amour vrai qui est une lucidité, parce que c'est pas aller vers la joie, la légèreté, la lumière, c'est aussi y aller en faisant face aux ombres, et ça c'est super important, parce que il y a des années j'avais créé un spectacle qui s'appelait Les Enchanteurs, et il y avait un directeur de théâtre qui me regarde, il me dit mais en fait, c'est quoi les enchanteurs? Pourquoi enchanter? On le sait bien que le monde est désenchanté. Donc c'était plutôt au début des années 2000, et c'était quelqu'un de la génération du baby boom, donc tous ces marxistes-léninistes qui sont dans des postes de pouvoir au niveau de la culture. Et à ce moment-là, ça m'avait presque un peu, j'avais pas su quoi répondre, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Puis après, je m'étais dit, mais non, mais moi, je veux croire que le monde est enchanté, qu'on a un pouvoir. D'ailleurs, en chantant, en faisant mon chant du cœur, je veux pouvoir le modifier. Et ça veut pas dire être innocent et naïf. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire être lucide, oui, constater l'état du monde, mais avoir la foi et croire profondément qu'il est possible de l'amener vers quelque chose de généreux, de générateur, et qu'on a la capacité de le modifier. Ouais, complètement, et qu'on a aussi le pouvoir d'impulser. Ça, comme tu disais tout à l'heure, quand je suis sur scène, j'ai un pouvoir, j'ai quelque chose, comme quand on fait une conférence, je trouve. Alors moi, j'ai jamais été sur scène dans une pièce, il y a longtemps pour des pièces de théâtre, mais la notion de je suis sur scène, un peu comme quand je suis derrière un micro quelque part. Mais sur scène, on se montre aussi soi, il y a l'énergie qu'on dégage visuellement, qui a vraiment beaucoup de puissance, qu'on s'ignore soi-même d'ailleurs parfois. Quand les gens viennent nous dire « Ah là là, c'est fou quand tu parles de tel sujet, ce qui se passe et tout. » Ah ouais, ok, c'est chouette. On le voit pas toujours quand on est soi-même l'acteur. Mais il y a cette notion de ce qu'on vient générer chez l'autre. On vient sur ce qu'on vient comme activer, souvent qui est déjà là, mais qui a juste besoin d'être révélé à nouveau, ou comme si on venait appuyer sur un bouton qui était un peu, je sais pas, rouillé, poussiéreux, là, et on se dit, ah, tu te souviens qu'il y a ça, là, dans toi, qui est là, en fait. Et tout simplement le soutenir, parce qu'effectivement, les gens, c'est un miroir de projection, donc des fois, c'est pas qu'on apporte, comme tu le dis très bien, quelque chose de nouveau, mais que, en fait, les gens se sentent... c'est pour ça on parlait de communion. Alors j'aime bien récupérer de temps en temps quelques mots qui sont un peu dans le corpus, qui ont été empruntés comme ça par l'Église catholique, mais en fait, faudrait pas leur laisser d'une certaine manière les mots révélation, mystère, communion, etc. Parce que je trouve que c'est des mots qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire en dehors même du champ d'un ordre religieux, et après chacun croit ce qu'il veut. Mais c'est quand on voit des gens en scène qui vivent des process alchimiques, qui affrontent des épreuves, leurs épreuves de vie, ou qui racontent leurs épreuves de vie et qui montrent comment ils les ont dépassées avec résilience ou des choses comme ça. En fait, ça nous nourrit, ça nous donne de l'élan, on se sent moins seul en fait. Ça désisole, ça fait dire ok, on est tous dans cette sacrée navigation quoi de l'existence quoi sur notre bateau là dans les mers du destin un peu remué et en fait on n'est pas seul et ça donne beaucoup de force de ressentir ça. Alors, et moi je voulais revenir aussi sur autre chose que tu as dit, c'est que c'est très différent le conférencier et l'acteur, l'actrice, tu vois, parce que j'ai envie de dire, en tant qu'acteur, toi par exemple, est-ce que tu sais quel personnage tu es dans le grand théâtre de la vie? Parce que ce qui est beau pour un acteur, c'est qu'un acteur, lui, il doit être conscient de ce qu'il donne. Parce qu'en fait, un acteur, je devrais pouvoir jouer ton collègue là de la radio. Je devrais pouvoir jouer un empereur. Je devrais pouvoir jouer un mendiant. Je devrais pouvoir jouer un homme violent. Je devrais pouvoir jouer un homme détruit. Je devrais pouvoir jouer même une femme. Donc en fait, ce qui est très beau dans le voyage théâtral au départ, quand on est jeune, c'est que pour pouvoir construire des personnages et les jouer, c'est être juste, il faut pouvoir d'abord se voir.
pour voir d'où on va partir, quel chemin on a à faire entre moi et ce jeu différent que je dois construire. Et c'est pour ça que le théâtre est un grand voyage de connaissance de soi, en fait. Il faut voir ce qu'on dégage naturellement. Et c'est ça qui est très riche. Donc, parce que je fais juste une parenthèse, en ce moment, j'accompagne des gens dans la création. Donc des gens qui sont pas des professionnels du spectacle, des gens qui ont le rêve de créer un spectacle. Donc, par exemple, là, il y avait la semaine dernière, il y a une créatrice de Romans-sur-Isère, une créatrice de chaussures, qui est une entrepreneuse qui depuis 10 ans qui a une boîte qui s'appelle 1000 et 1000 et qui est la seule fabricante française de chaussures de foot. Et elle voulait faire un spectacle sur sa vie. Et du coup, je l'ai accompagnée dans ce process. Ça a duré pendant 5-6 mois, comme ça, avec des rendez-vous réguliers, comme une sorte de coaching, accompagnement, où moi, avec mes outils, mon expérience de la scène, de comédien, metteur en scène, j'ai accompagné d'autres metteurs en scène aussi. Donc je suis capable d'accompagner quelqu'un à éclore son rêve de théâtre en respectant sa vision à elle, à lui. Et pas en venant y mettre la mienne. Et ça, c'est un geste très particulier parce qu'il y a plein de metteurs en scène qui ne savent pas forcément faire ça. C'est-à-dire quitter leur propre projet personnel. Alors là, ça demande un peu d'humilité et d'essayer de vraiment écouter profondément la personne pour essayer de réaliser ce qu'elle souhaite faire. Et du coup, on l'a fait. Elle a écrit son solo. Ça dure 1 heure. Elle raconte toute sa vie, tout ce qu'elle a traversé dans sa vie d'entrepreneuse. Moi, j'accompagne pas n'importe qui non plus. J'accompagne pas des gens qui feraient ça que pour leur ego ou qui auraient des discours qui seraient en contradiction avec mes valeurs, bien sûr. Et donc elle raconte toutes les épreuves qu'elle a traversées, les cycles d'apprentissage de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et puis à la fin, elle regarde tout ce chemin de vie et elle se voit aujourd'hui et c'est super. Et c'est magnifique et le process de création a été même pour elle un process presque thérapeutique. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. D'updating, c'était incroyable. On a mis longtemps à écrire le mot de la fin parce que justement elle était là et c'est pour ça qu'elle voulait créer. C'est comme si au moment où on a trouvé le mot de la fin, c'était le mot presque de sa sagesse intérieure qui s'exprimait sur son propre parcours. Et tout d'un coup, le mettre dans le spectacle, c'était comme se permettre de l'incarner dans la vie. Donc elle est devenue la déesse en elle, la sage en elle, qui maintenant a regardé sa vie et passé presque à un autre niveau de conscience. C'est vraiment magnifique à voir. Moi, j'ai pu voir la modification presque physique, de qualité énergétique qu'elle a maintenant. Ouais. Mais je lui ai dit aussi, et je le dis à chacun, je dis, ça fait pas de toi une actrice. Attention, parce que tu parles de ce qui te passionne. Tu parles de ton théâtre intérieur qu'on vient d'éclore. Une actrice, elle serait capable de jouer Juliette dans Roméo et Juliette demain. Elle serait capable de jouer quelqu'un d'autre que toi. Ouais, c'est ça, toute la puissance de l'acteur, quand même, quelque part. Jouer, comme tu disais, dans une conférence, il y a quelque chose de... Alors, je dis pas pour certaines personnes, c'est plus ou moins facile et confrontant, mais il y a quelque chose en effet, je parle de moi, de ma compétence, de ma connaissance, de mon expérience. Et du coup, c'est assez fluide. Il y a rien que de rentrer dans le personnage d'une autre personne. L'état d'esprit, je trouve, dans le jeu d'acteur qu'on peut voir parfois rentrer dans le personnage. D'ailleurs, moi, j'adore écouter les acteurs qui ont parfois joué des personnalités très connues. Comment ils sont rentrés, le processus pour rentrer, mais aussi pour en sortir. Très intéressant. Et c'est pour ça que le théâtre est un rituel, parce qu'effectivement, je le raconte dans le concert où je raconte justement un peu plus précisément l'envers du décor du spectacle. Et je raconte cette expérience qui est par exemple de jouer, comme j'ai pu le faire, 5 semaines d'affilée, 6 jours sur 7, à Chaillot, la même pièce. Et je prends comme exemple, imaginez, tous les soirs, vous jouez Roméo et Juliette. Donc, vous êtes Juliette, vous êtes Roméo, ça veut dire que tous les soirs, à 20h, vous allez rencontrer votre voisin en Italie, tomber amoureuse de lui ou tomber amoureux d'elle. Il va y avoir des conflits familiaux, vous allez vous déchirer, vous allez vouloir vous enfuir et à la fin, vous vous suicidez. Tout ça en 2 heures. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les soirs, venir vivre ça hyper intensément, et ça veut dire aussi embrasser cette autre personne qui est votre partenaire de jeu et qui est pas forcément votre partenaire de vie. Donc ça veut dire comment on rentre dans cet endroit-là et ensuite comment on en sort. C'est pour ça qu'on rentre par l'entrée des artistes, qu'on va dans sa loge, que dans sa loge on se change, on enlève notre peau d'humain normal et puis on met le costume du personnage et on commence à infuser comme un sachet de thé, quoi. Et là, ensuite on va dans la bordure, dans la coulisse, on sent le bruit du public qui est là et qui parle et tout d'un coup
quand on va poser un pas en scène, toutes les mots qu'on va dire sont celles de ce jeu qui est un autre. Et tout ce qu'on va faire va rester quand on est là. Et pourtant, il va falloir aimer, crier, pleurer et vivre toutes ces émotions hyper importantes. Donc, et ensuite, il faudra ressortir. Et souvent, et Shakespeare le dit très bien dans certaines de ses pièces, les applaudissements du public sont comme une manière de renvoyer les esprits, en fait, de leur dire au revoir. Vous savez, comme si, voilà, la possession se termine au moment des applaudissements. Et on voit en direct les comédiens sortir des personnages et redevenir qui ils sont véritablement. Complètement. Et ça, je trouve, c'est très perceptible au théâtre. On le voit. Ouais. Même les visages changent. Enfin, tout. C'est on incroyable. voit, c'est lui. Enfin, comme si c'était une autre personne. Ouais. Et puis on les croise au bar, on se dit, mais ils sont banals, en fait. C'est marrant, en fait. C'est marrant. Oui, c'est génial. C'est magique. Et du coup, moi, j'ai enseigné beaucoup. Donc, j'ai fait un travail de théâtre performance. À un moment donné, on est vraiment allé étudier un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire au-delà de toute forme préétablie, même au-delà de tout texte, quel est le théâtre, c'est quoi l'énergie de jeu, l'énergie du théâtre, c'est quoi être en scène collectivement, et c'est devenu une sorte de, donc j'ai travaillé 4 ans là-dessus quand même avec un groupe de gens, donc on était 10. Il y avait des gens qui venaient de la danse, des auteurs, des comédiens, des comédiennes, et on a fait ce théâtre instantané, ça s'appelait comme ça, et on a traqué le vivant en nous, l'appel de la vie, parce qu'en plus dans le théâtre, en fait, il y a aussi encore une autre dimension, puisque là on sort tout, mais quand même qui est la dimension de la véritable création. Pour moi, c'est pas tenir un discours comme une conférence ou du théâtre militant ou du théâtre didactique ou tout ça. Non, c'est danser avec le mystère. Parce que nous, on le sait très bien, dans le spectacle, quand on crée, on peut avoir notre projet, mais on sait qu'on doit travailler avec la scène comme si la scène était un endroit presque vivant, immatériel, et qui nous donne des réponses ou qui nous conduit à des endroits. Un peu comme de manière... comme si quelque chose se révélait à nous aussi. Et donc, il y a une attitude très yang et yin, c'est-à-dire, je vais avoir mon projet, je vais tenir mon discours, je vais monter telle pièce parce que ça me dit ci, ça, voilà. Et puis, je mets les acteurs là sur la scène, ils sont ces corps vivants, vibrants, sensibles. Et tout d'un coup, ça prend des fois des directions que j'ai pas prévues. Et je suis obligé de les accueillir. Donc, en fait, on accueille le mystère avec un grand M, en fait, c'est l'invisible, quoi. Et pour moi, une vraie création, on ressent ça en général. Quelque chose a échappé à la volonté consciente du créateur. Et Samuel Beckett en parle très bien sur sa fameuse pièce. Alors lui, c'est un auteur, c'est un peu différent, mais je trouve ça magnifique. J'aime bien sortir des références parce qu'à l'école, on nous apprend beaucoup. On est très didactique dans l'analyse des textes et tout ça. Et Samuel Beckett, sur un 4e de couverture de En attendant Godot, il y a une de ses réponses à des journalistes où il dit vous me demandez comment j'ai écrit En attendant Godot. Donc là, on s'attend à ce qu'ils nous sortent. Oui, voilà, j'ai travaillé. Voilà. Il dit je sais pas, un soir, ils sont venus dans mon bureau me visiter. J'ai mis les mots sur le papier. Et donc, si vous avez des questions, posez-leur. Et voilà, c'est tout. Et là, j'étais là, genre, là, on peut pas dire que c'est, je sais pas quoi, c'est Samuel Beckett, c'est En attendant Godot, tout le monde adore cette pièce, et même lui, et j'adore sa réponse, parce qu'en fait, il est clair à quel point la création, c'est un processus de révélation de quelque chose. Alors, bien sûr, lui, en tant que canal, on va dire, il a son esthétique, il a son écriture, on a de l'exigence, on a de la conscience. Bien sûr, on travaille beaucoup. Mais ce qu'on sait, moi, quand je travaille théâtre, je sais qu'à des moments, des fois, on travaille, et il y a un travail qui est de l'ordre de l'exigence, du labeur, bien sûr, et puis on crée des espaces où il faut recevoir des informations, quoi. Il faut attendre, comme tu disais, que ça infuse. Ouais. Merci Clément, on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, à tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Clément, donc tu nous as parlé en début d'émission de ton parcours, voilà, dans le théâtre, donc en tant que metteur en scène. Et donc en hors antenne, je te disais, mais alors Clément, comment t'es venu justement à ce que tu fais aujourd'hui, donc en ayant quitté Paris, en arrivant progressivement en Savoie. Moi, je t'ai rencontré via une pratique, via les textes que tu écris notamment, mais
aussi via le tantra. Et j'avais vraiment aujourd'hui à cœur que tu nous en parles dans cette émission de radio, puisque comme je te le disais, c'est un sujet. Alors quand on dit le mot, c'est comme un mot qui fait en même temps, qui est magnétique, qui attire, en même temps qui fait peur. On voit que les gens ont envie de poser les questions, mais n'osent pas trop en poser. C'est vraiment, il y a une notion, je trouve, quand on évoque le tantra, d'insécurité. Ça génère de l'insécurité chez les gens, autant que ça vraiment on pose des questions. Donc déjà, toi, comment t'es arrivé? Comment t'as connu le tantra et quel a été ton chemin? Parce que je le trouve très inspirant et intéressant aussi dans ce que tu en fais aujourd'hui et de ce que tu proposes autour du tantra qui est assez vaste. Oui. Alors, pour faire... Parce que là, je fais des ellipses, hein, je vais un peu vite sur certaines choses. Mais on va dire que donc tout ce travail de théâtre performance dont je parlais tout à l'heure, théâtre instantané, tout ça m'a conduit à générer une forme de pratique que j'ai appelé le flow Tao. Et donc c'est vraiment genre danser avec le vivant, savoir où je suis, savoir qu'est-ce qui est là, l'accueillir, danser avec. Et au début, c'était un training pour les professionnels du spectacle, en fait. Et un training, c'est un entraînement, comme on les appelle, puisqu'on doit beaucoup travailler à côté de la scène. Et au bout d'un moment, je me suis dit, donc je l'ai enseigné longtemps, ça. Et à un moment, je me disais, mais en fait, ce truc, c'est genre super intéressant, même pour les gens qui ne font pas du spectacle, même si on ne veut pas faire un spectacle, en fait. Et ça m'a amené à ouvrir des ateliers tout public, en fait. Donc, comme un travail sur soi, en fait, de bien-être. Et là, du coup, j'avais ouvert à l'époque des ateliers à Paris. Après, moi, je voulais partir vraiment de Paris parce que moi, je viens de Toulouse, à la base. J'avais une maison, un jardin, on voyait les Pyrénées au loin, il y avait des sangliers qui gambadaient au fond, et voilà, quoi. C'est sympa Paris, mais à un moment donné, c'est beau la nature et les puissances telluriques qui sont dedans, donc je voulais absolument les retrouver. Et je suis allé à Lyon, j'ai ouvert des ateliers aussi d'abord à Lyon, au centre Tao Yoga d'ailleurs. Et puis après à Annecy, où c'est vraiment, la nature est vraiment sublime et c'est un environnement super pour les enfants et pour les adultes aussi. Et en fait, du coup, voilà, c'était très progressif, hein, c'était un cheminement. Et moi, le flow Tao, il y avait tout ce travail, donc, comme on a dit, hein, danser avec le mystère, la créativité, le truc, se percevoir, la conscience de soi et l'énergie. Et en fait, l'énergie vitale, c'est-à-dire dans le training, on va chercher la vie. Et la conscience de soi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je te disais, mais quel personnage es-tu, Anaïs? Et ben, en fait, au fond, la conscience et l'énergie, c'est la base du tantra. Parce que c'est la danse de Shiva et Shakti, en fait, sont des métaphores, c'est les divinités hindoues qui sont à la source du tantra et qui sont les métaphores de l'énergie de vie et de la conscience. C'est-à-dire comment je peux libérer mon flot d'énergie de vie tout en restant conscient là-dedans, en le ciselant, et puis en l'accomplissant dans le monde. Et en plus, une des figures connues du tantra, qui est Sahara, qui est un des personnages, on va dire, emblématiques, historiques du tantra, il y a aussi toute cette dimension dans le tantra de rester dans la vie sociale aussi, de chercher comment ramener ça, pas de partir dans des monastères forcément dans l'Himalaya, mais aussi de rester dans sa vie. Et moi, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, parce que j'ai des enfants, j'ai des choses comme ça, et je trouve que la vraie spiritualité doit se vivre au quotidien, enchâssée au quotidien, avec les devoirs, les questions, les problèmes, les maladies, les questions d'argent, les trucs comme ça. C'est ça la vraie beauté, en fait. Donc le tantra, après moi j'y suis allé aussi parce que dans la vie j'ai vécu des épreuves personnelles, notamment une séparation qui m'avait beaucoup bouleversé, et à ce moment-là je trouvais que il y avait eu des ombres dans ma relation, dans cette longue relation. Et le sentiment que j'avais, c'est qu'il y avait eu des ombres, c'est-à-dire des systèmes de fonctionnement qu'on avait dans notre danse de couple, parce que je trouve un truc, on peut en reparler parce que la question de la relation, pour moi, c'est un truc super important. Et après notre séparation, on a fait un gros travail, d'ailleurs, mon ex et moi, et je rends hommage là-dessus aussi, pour se rendre nos responsabilités dans ce qui s'était passé entre nous.
chacun. Et pour moi, aujourd'hui, notre relation est complètement apaisée. Mais pourquoi ? Parce qu'on a fait chacun face à notre propre, j'ai envie de dire, violence relationnelle. Au fond, aux propres ombres qu'on avait, au lieu de faire porter comme ça, mon ex, c'est lui la faute, c'est lui, il est comme ci, il est toxique, il est bidule, il est machin, ou je sais pas quoi. C'est toujours déplacer un peu le problème sur l'autre et soi-même se rendre victime. Et d'une certaine manière, c'est se couper de son propre pouvoir, parce que peut-être que là-dedans, il y a quand même des choses qu'on n'a pas, parce que d'une certaine manière, on n'a peut-être pas su mettre les bonnes limites aussi. Donc, et ça, on est responsable. C'est pas aux autres de mettre des limites. Les humains sont tous très très différents. Donc, un des grands voyages d'ailleurs du tantra va être de dire, mais retrouve ta souveraineté personnelle. Si là tu es dans un espace, alors oui, le tantra c'est sulfureux, c'est challengeant. Pourquoi ? Parce que on va parler d'intimité et on va parler de sexualité. En fait, rien que le fait de dire, tiens, le tantra, dans le tantra, on peut parler aussi de sexualité et d'intimité. Ça y est, là, tout le monde est en mode. Et comme si il y a que ça aussi. Voilà. J'ai trouvé ça surprenant, c'est-à-dire, c'est comme ça définit le tantra. Tantra égale sexualité. Voilà. Et c'est tellement dommage en fait. Tu vois, tellement pas que ça. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais ça l'inclut et c'est pas anodin parce que c'est vraiment une sorte d'angle mort un peu comme la prohibition, c'est-à-dire à la fois il y a le porno et beaucoup de violence au fond sexuelle et en même temps c'est un sujet qui est pas ramené, dont on parle pas vraiment. Et ça c'est un peu un problème parce que d'une certaine manière il faudrait pouvoir en parler plus simplement, sans honte et partager, échanger là-dessus. Parce que sinon, tout ce qui n'est pas dit, en fait, rentre dans les recoins, on va dire dans le domaine des ombres, clairement. Et puis là, va se transformer en frustration, en violence, en agressivité, enfin voilà. Tout ce qu'on expérimente dans notre société actuellement sur ce sujet. Quand même, là, ça fait que de sortir. J'ai l'impression que c'est monstrueux. Ça s'arrête jamais en fait. Ben oui. Et puis en fait, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose au fond de mal placé ou de malade un petit peu, mais invectiver juste quelque chose en disant bon voilà, moi je trouve que c'est vraiment important de considérer qu'il y a une forme de danse à deux et à quel endroit on peut être responsable soi-même de se positionner d'une manière claire et saine pour au fond ne pas être subversif ou amener ces sujets ou permettre aux gens de s'exprimer. Voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé le tantra. Donc après ma séparation, j'ai fait une journée de workshop sur la roue du consentement, justement, qui est un outil de Byron Katie qui est vraiment, mais genre, incroyable. Qui devrait être enseigné, je trouve, au plus jeune âge. Voilà. Alors, moi, je le fais au début de mon voyage du tantra. Je trouve que c'est vraiment, genre, une fois qu'on a posé ça, on se dit, mais ça vient éclairer, genre, est-ce que je suis capable de verbaliser ma limite ? Est-ce que je suis capable de ressentir quand je suis en train de sortir de ma zone ? Parce que beaucoup d'abus, de choses comme ça, enfin, à part auprès des mineurs qui n'ont pas les outils. Mais sinon, en fait, est-ce que je suis capable de ressentir quand je suis en train de transgresser mon propre consentement, ma propre limite? Et ça, c'est super important. Est-ce que je suis ensuite capable de le verbaliser, assez tôt pour que ça soit pas une verbalisation qui soit déjà une défense agressive? Parce que là, ça veut dire que je suis déjà sorti de la roue du consentement. Je suis déjà dans l'agressivité. Tu peux nous dire quelques mots justement sur cette roue du consentement que je trouve qui est un chouette outil qui peut... Alors, la roue du consentement, c'est effectivement une roue. Alors bon, faut vraiment après l'expériencer pour la ressentir. Mais en gros, effectivement, il y a 4 cadrans qui vont reposer sur 2 dynamiques relationnelles, notamment la dynamique de donner et recevoir. Et donc là, c'est la personne qui va faire une demande, que par exemple, je te demande de me donner quelque chose, et donc moi, je vais recevoir. Donc c'est moi qui demande pour mon propre plaisir. Je te demande, est-ce que tu peux me donner une mangue ? Et puis tu me dis, parce que tu as un manguier chez toi, et j'aimerais bien goûter tes mangues. Et voilà, et toi tu t'interroges, tiens, tu voudrais goûter mes mangues, est-ce que je te donne une mangue ? Oui, je veux bien te donner une mangue. L'autre dynamique, c'est prendre et permettre. Ça veut dire
prendre, ça veut dire... Alors dans l'interaction physique, pour que ça soit clair, ça veut dire prendre par exemple un toucher. Ça veut dire est-ce que je peux te toucher le bras pour moi, et là c'est encore, donc c'est moi qui parle là, donc c'est est-ce que pour mon propre plaisir je peux te toucher le bras? Et toi tu vas t'interroger, est-ce que je suis ok avec ça? Oui, donc je te permets de me toucher. Parce que c'est ta demande, voilà. Mais donc il y a vraiment alors après on a plein de manières de le travailler qui sont très très subtiles et qui permettent de remettre ces dynamiques de donner et recevoir et de prendre et permettre dans une vraie relation d'échange. C'est-à-dire il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, parce que nous on est dans une société de service, alors on va dire ah bah oui, donner c'est mieux et tout ça, et prendre et permettre, mais on est des humains. Et d'ailleurs dans le tantra on fait un grand voyage d'exploration. C'est très inspiré. Le néo-tantra est extrêmement influencé par Jung. Et dans les niveaux avancés, on va explorer ce qu'on appelle la croix des polarités. Donc, et toute la ronde de dimensions en nous, on va dire de la lumière et du masculin, du féminin, ou du yin et du yang, si on préfère, si on a une vision plus dégenrée de l'existence. En tout cas, du yin et du yang, et puis les forces des ténèbres, j'ai envie de dire, mais qui sont pas forcément des forces négatives, qui sont des puissances que tous les humains ont aussi en eux, et on a notre côté yin dedans aussi et yang dedans. Et on va explorer ces différentes dimensions avec des pratiques. Alors dans le tantra, ça fonctionne très simplement, c'est souvent des exercices pratiques qui sont éclairés, où on va explorer des dynamiques pour apprendre à mieux se connaître soi et apprendre à pouvoir communiquer aussi très clairement. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le tantra, tu vois, c'est déjà ce que tu nommais tout à l'heure, et en effet, alors moi je le vois dans les accompagnements, dans le côté en thérapie, c'est qu'est-ce que une des questions auxquelles encore trop peu de gens savent répondre, c'est qu'est-ce que je veux? Et cette notion du consentement, mais quand t'es pas en capacité de te connecter à ton corps, donc il y a ce chemin qui est hyper intéressant, et pour moi que je trouve thérapeutique dans le tantra, c'est me reconnecter à mon corps, à mes désirs. Et et souvent malheureusement dans notre éducation, au plus jeune âge, on nous a un peu déformés avec ça, en nous obligeant, le truc le plus connu et dont on parle ouvertement aujourd'hui, tu sais, le fameux fais un bisou à la grande tante. Ouais. Donc déjà là on nous a déformés quelque part dans... T'es pas autorisé à connecter à est-ce que t'as envie ou pas de faire un bisou à la vieille mamie qui sent pas toujours très bon et qui pique. Bah non, en fait tu dois le faire. Donc déjà il y a aussi cette forme de réapprentissage, je trouve, chez les adultes aujourd'hui, de ah ouais, ok, c'est vrai que finalement presque comme une autorisation à ah oui, c'est vrai que je peux me poser la question, est-ce que j'ai envie ou pas. Et ça peut, toi, je vois bien dans ton regard de bah oui, finalement, mais oui, c'est logique, mais je suis certaine, et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quasiment, quand quelqu'un vient vers toi pour te dire bonjour, moi je connais peu de personnes, et j'en connais, et je sais que ça choque, qui sont en capacité de se reculer, de dire non, mais je préfère te serrer la main. Il y en a pas beaucoup. Oui, parce que de toute façon, tout notre système un peu est fondé là-dessus, et ne serait-ce que par exemple que l'école, qui est un système terrible en fait pour les enfants quand même, quand on a des enfants qui arrivent à l'école, où on va dire que on n'est pas à l'écoute des besoins de l'individu, clairement, parce qu'on est dans de la gestion de masse. Et je comprends, c'est pas contre du coup tous les professeurs, c'est plus que c'est le système. Et là, je vois, j'ai des amis qui ont des enfants de 3 ans, plusieurs qui sont rentrés en maternelle, ils sont pas chez leur nounou, à des ensembles où il y a genre 28 enfants avec une maîtresse qui est une institutrice, qui est pas une éducatrice de jeunes enfants, plus Natsem. Ça veut dire 2 personnes pour 28 enfants de 3 ans, c'est juste n'importe quoi. Donc c'est genre d'une violence en fait quand on y pense, mais qui est ahurissante. Et ça, c'est l'entrée dans le système scolaire. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire sur la notion de respect de l'individu, de la créativité. Si ça commence comme ça, c'est pas quand vous êtes au lycée qu'on va vous demander votre avis ou ce que vous pensez vraiment. Non, on est là pour vous donner de manière verticale des enseignements, des programmes, des trucs. Et même là, j'étais effaré de voir à quel point
tout dans l'école presque est fait pour être des espèces d'enseignements didactiques avec cette intention toujours de faire quelque chose pour quelque chose. C'est vraiment l'inverse de l'être et de la créativité. Il y a très peu d'espace pour ça. Et même dans les besoins juste primaires. Donc il y a ma fille encore de 6 ans, je lui posais la question mais en fait la journée tu vas aux toilettes quand tu veux. Elle m'a dit non mais tu sais maman c'est interdit pendant la classe. Voilà. Ok, mais si vraiment t'as envie, j'attends la récréation. Donc, si on n'est pas dans un besoin physiologique, donc déjà apprentissage de non-écoute de mes besoins primaires. Donc après, tu vois, dans la relation à l'autre, on est à des années-lumière là. Enfin, oui, c'est pour ça que il faut prendre conscience de ça pour se rendre compte que effectivement il y a du boulot. Alors les gens qui sont effrayés un petit peu par le tantra, moi la dernière fois je me suis dit vraiment les gens qui sont là, on parle de tantra, tout d'un coup ils sont comme effarouchés quoi. C'est quelque part la dernière fois je me suis dit c'est quelqu'un qui au fond a peur d'elle-même quoi. C'est-à-dire qu'elle se dit a peur d'elle-même dans la mesure où elle ne sait pas si elle pourra se positionner selon ce qu'elle ressent véritablement. Donc en fait, vraiment là, d'ailleurs c'est à Chambéry au salon, j'en ai parlé à quelqu'un et ça m'a sauté aux yeux que c'était quelque part ça au fond le souci, parce que sinon, si tu sais que tu peux aller dans un espace mais n'importe où et te dire que quand je veux, si ça me convient pas, je peux partir. Parce qu'en plus, le truc dans le tantra qui est génial, c'est que en vrai, les facilitateurs, tout le néo-tantra est orienté sur ça, c'est-à-dire de retrouver son pouvoir personnel, de reprendre sa souveraineté, de savoir si on est OK ou pas, qu'on peut toujours faire moins que les pratiques proposées, qu'il y a toujours un espace où on peut sortir des pratiques, qu'en fait, il faut toujours checker est-ce que je suis OK avec et du coup, ce qui est beau, c'est qu'on va retrouver ça, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de respecter ma limite? Ça veut dire que si je dis oui, maintenant je vais être capable de respecter mes désirs. Parce que les humains, on fait tous l'amour. Tout le monde a des interactions charnelles. Dans les maisons, dans les coups, plus ou moins. Ou pas depuis longtemps, mais dans ce cas-là, venez vite faire un stage de tantra. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est une pratique répandue chez les humains. Quand on voit tous les enfants qu'il y a partout, on se dit qu'ils ont été faits d'une manière ou d'une autre. Et pourtant... OK, on sait que pour faire du sport, c'est plus simple d'aller dans un club de sport parce qu'on va faire pour même lever de la fonte ou même courir, que si je veux faire de la cuisine asiatique, je vais aller faire un stage d'un week-end avec un cuisinier asiatique parce que quand même, non, ça s'invente pas. L'humain, il est capable de tout apprendre et même quand on veut aller au ski, on va prendre des moniteurs et tout. En fait, pourquoi l'amour je veux dire même l'amour charnel, aimer l'autre, savoir l'inviter, faire de ce moment intime un moment sacré. Puisque le tantra à la base de Margot Anand, quand elle est venue, c'est de rendre la sexualité comme quelque chose de sacré, de remettre du rituel dedans, de se célébrer, de voir la beauté en l'autre, de vivre ce moment d'extase, parce que l'union des corps, quelque part, au fond, si je vais plus loin après dans le tantra, j'ai envie de dire, l'union des corps délivrés des ombres est la voie de l'extase, c'est-à-dire d'ouvrir la porte de l'âme par le chemin du plaisir, de la jouissance et de voir l'infini qui est en nous, c'est-à-dire aussi la part cosmique et sortir un peu des turpitudes terrestres. Et que ça, les humains ont été construits d'une manière où être à deux, c'est quand on arrive à danser ça ensemble à deux que vraiment on peut aller très loin là-dedans, avec son cœur en fait. Parce qu'on va loin quand on aime, et c'est de l'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel, mais en tout cas, c'est la porte du cœur qui va ouvrir la porte de l'âme et la porte... La sexualité, c'est le chakra racine, comme on dit, et du coup là, c'est la source de l'énergie vitale. Et du coup, c'est retrouver une relation saine entre tous ces centres, quoi. Une harmonie aussi, tu vois, il y a quelque chose, un équilibre nouveau. Ouais. Donc c'est sûr qu'on va faire face à ces peurs, on va faire face à ces blessures. Alors moi, j'ai commencé avec l'ISTA, qui est l'International School of Temple Art, donc l'école internationale des arts du temple qui fait des stages partout à l'étranger. Et où on travaille énormément sur le consentement, d'une manière très contemporaine en fait, sur le consentement, sur tout ça, c'est beaucoup moins, on bosse pas trop les chakras et tout ça comme dans le néo-tantra un peu, qui est plus en France, comme dans des organismes très bien, que sont Tantra Intégral ou le Skydancing Tantra avec qui je travaille en ce moment, et dont je suis le Training for Ecstasy and Love.
Et oui, du coup, tu devais nous en parler aussi en quelques mots, ça. De quoi ? De ça, là, du training, de ce que tu fais actuellement. De ce que moi j'organise, oui. Ou ce que... Les deux. Ouais. De ce que tu organises, mais aussi tout à l'heure, tu m'as évoqué là cette pièce de théâtre qui va... Ah oui. Alors ça, c'est voilà, il y a plein de trucs. Donc du coup, moi, mon chemin dans le tantra, pour faire très court, parce qu'effectivement, du coup, je suis passé par différents organismes. C'est j'ai d'abord travaillé avec l'International School of Temple Art, où il y a vraiment une approche contemporaine du consentement qui est vraiment super. On va vraiment travailler sur updater, voir ses blessures, ses peurs, travailler dessus un peu, à les traverser, à voir que la relation, c'est l'endroit de la projection et du miroir de nos blessures d'enfance aussi. Et donc, se retourner un petit peu sur soi, essayer de guérir tout ça, ou de le traverser, ou en tout cas de se pardonner à soi-même tout ce qui peut nous être arrivé dans la vie aussi. Parce que c'est pas aux autres qu'il faut pardonner, c'est à soi. De pas avoir peut-être su mettre les bonnes limites au bon moment, ou d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. De pas avoir eu les outils aussi. Tu nommais tout à l'heure les enfants, parfois, ils sont juste voilà, pas les outils, quoi. Donc, ils sont victimes... Il y a beaucoup de gens qui viennent se réparer Bien sûr. dans ces espaces et retrouver de la confiance donc voilà, donc moi j'ai fait mes stages à l'étranger avec eux, j'ai été assistant après quand il y a eu des stages en France, il y en a régulièrement chaque été. Mais c'est beaucoup des facilitateurs étrangers. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la clarification du champ humain, et puis le deuxième niveau, c'est le voyage de l'âme. Et donc là, on va un peu plus loin vers c'est quoi ma mission de vie dans l'existence, pourquoi je suis là, et voilà. Bon, je m'appesantis pas trop parce que je pourrais en parler encore des heures de chaque truc. Mais du coup, après, je cherchais un peu à voir ce qui se faisait en France. Donc j'ai d'abord été je voulais faire le sky dancing, pour voir Margot Anand, parce que c'est Margot Anand quand même qui a ramené ça, qui a créé un petit peu le mouvement du néo-tantra en Europe en créant le sky dancing il y a déjà plus de 30 ans. Et du coup, mais il y a beaucoup d'attentes pour rentrer. Donc en attendant, je suis allé du côté de Tantra Intégral de Jacques Ferber, qui est aussi très joyeux, très ludique, et une approche vraiment, je trouve, qui est presque, j'ai envie de dire, bon enfant. Enfin vraiment, si on a peur du tantra, bon, il y a quelque chose de hyper rassurant là-bas, qui est très friendly et qui permet qui est ludique, et voilà. Et après, je suis allé rentrer dans le voyage du Sky, qui est sur 2 ans, avec 6 stages de 7 jours, et qui va, je trouve, vraiment, vraiment loin dans le côté aussi spirituel que peut être le tantra, et qui est très beau. Donc là, je suis dedans. Mais ça m'a pas empêché, moi, d'ailleurs, de faire des propositions, puisque j'avais aussi travaillé sur la relation, sur les thérapies imago, les choses comme ça. Et puis moi-même, je suis pédagogue, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc en fait, comme je disais, quand je suis allé au festival Tantra d'Ibiza et je voyais plein de pratiques, j'avais l'impression de voir des trainings que je faisais déjà presque 20 ans avant dans des trucs de théâtre où on fait vraiment des trucs super bizarres parfois. Et je me disais, ah oui, dans ce champ... C'était pas si bizarre. Ouais, en fait, les gens qui font pas du spectacle, il faut qu'ils fassent ce genre de trucs. Le Tantra, pour faire des trucs comme ça, travailler sur sa respiration, son souffle... Et voilà. Et donc je me sens complètement légitime pour venir apporter ma touche là-dedans. Et j'avais proposé sur Chambéry d'ailleurs l'année dernière, et là je vais le proposer sur Annecy, ce cycle que j'appelle l'art d'aimer, de 10 séances, et où on va travailler sur tout ça, sur le consentement, la conscience, la vitalité. Il faut savoir verbaliser ses désirs, ses limites, et puis par des voyages comme ça, c'est des journées de 4 heures, comme tu avais fait la première toi à l'époque. On va vivre un voyage, en fait, un voyage sensoriel, d'expérience collective, qui va nous permettre de voir des choses de nous-mêmes et grandir dans notre liberté, à se positionner, et donc à expériencer ce qu'on souhaite vivre, en fait. Complètement. Et moi, je peux en effet en parler, parce que j'avais fait cette première pratique que j'avais trouvée hyper intéressante. Bon, c'est vrai que je m'étais déjà pas mal intéressée au sujet et tout, mais ce que j'avais beaucoup aimé dans ton approche, c'est que tu avais fait balayer un peu, on avait fait un grand tour d'horizon sur ce qu'était le tantra, avec comme des petits ateliers, plein de petits ateliers différents pour venir expérimenter. Voilà, déjà cette roue du consentement, c'est quoi le massage tantrique, comment il peut être proposé, et avec une grande liberté moi j'avais vraiment j'ai vraiment, et je pense que c'est important de le dire, eu le sentiment de sécurité, de vraiment ici, ok, je suis libre de faire exactement ce que j'ai envie de faire.
de me retirer, je fais un peu ma sauce, quoi, finalement, avec ce avec quoi j'arrive aujourd'hui, avec dans mon expérience de vie, dans le contexte, les gens qui sont là, qu'est-ce que ça m'inspire et tout. Et que des propositions et vraiment une grande ouverture sur ce que ça peut être et vraiment l'envergure que ça peut prendre aussi, qui était hyper intéressante. Donc vraiment, moi j'invite même des personnes qui n'auraient jamais entendu parler du tantra. Je trouve que c'est un outil qui mérite d'être connu, d'être expérimenté, ne serait-ce que pour, comme tu l'as dit, parfois cette reconnexion à soi, à son désir, à cette notion du consentement qui nous sert dans tous les domaines de notre vie, pas que charnel, dans tout, dans nos projets même. Quelqu'un, tu vois, toi, dans ton profil, souvent on doit te solliciter pour des projets, ou même notre travail, dans l'amitié, tiens, on me propose quelque chose, je me scanne avant de dire oui. Est-ce que j'ai vraiment envie même d'aller boire un café avec cette personne? Et ça, Ouais, et puis même pour les gens, parce qu'on parlait tout à l'heure des gens qui sont effarouchés par, et notamment les amis, bien sûr, et aussi la famille. Enfin voilà, en fait, du coup, si on peut se faire subvertir par un partenaire, on peut se faire subvertir, on se rend compte par plein de choses dans la vie. Pas tout. Et du coup, quand on travaille là-dessus, parce que c'est vraiment un point essentiel de l'endroit où nos peurs, nos interdits, nos hontes vont venir se manifester, bien sûr, à l'endroit de la sexualité et de cette tension qu'il y a vers quand on approche de cette zone. Mais en vérité, on le retrouve dans tous les champs de l'existence, ce qu'on n'arrive pas à traiter à cet endroit-là. Complètement. Et parce que l'énergie, on parle d'énergie vitale, mais c'est vraiment l'énergie de vie, quoi. L'humain, on est mu par ça. Donc voilà, donc moi je vais bientôt la refaire un samedi par mois sur Annecy. T'as mis des dates déjà? T'as un lieu? Comment tu t'es organisé? Alors j'ai un lieu, là on attendait parce que je le fais toujours accompagné d'une personne, on était en train de discuter un peu ensemble, donc là pour le moment on n'a pas encore mis les infos, mais toutes les personnes qui souhaiteraient avoir les infos peuvent les retrouver sur la page Facebook de ma compagnie, l'Alchimique Compagnie, donc peut-être on mettra le lien, je sais pas comment vous faites à la radio, mais en tout cas ça c'est vers Annecy, et ça sera un samedi par mois, puis il y aura peut-être des événements plus exceptionnels, et puis moi je fais mes stages de travail sur la créativité, donc c'est quoi ton poète, le prochain il n'est pas tout de suite, il sera au printemps. Ok. Parce que là je fais beaucoup d'accompagnement personnel en ce moment, du coup ça me prend pas mal de temps, et du coup je vais aussi moi plus tranquillement. Ok, est-ce que justement, alors c'est intéressant, peut-être que parmi les auditeurs ou les personnes qui nous écoutent en replay, parce que il y a le replay, j'en profite pour le redire ici, donc en effet à la fin de l'émission, vous pouvez écouter cette émission replay sur notre chaîne YouTube. Et est-ce que tu continues, enfin voilà, quelqu'un qui voudrait te solliciter en individuel, t'as encore de l'espace pour accueillir des accompagnements individuels ou... Oui, bien sûr, parce que ça après on va étudier le calendrier ensemble, hein. En général, moi, je travaille de manière par des journées de travail, parce que le processus de création a besoin aussi d'espace, ça demande aussi du travail personnel. Donc ça se répartit comme ça sur entre 3 et 5 mois suivant les personnes. Là, j'ai un projet qui vient de s'arrêter, dont on parlait, donc Isabelle, un pas de côté, la créatrice de chaussures. Donc, je salue si elle écoute l'émission à un moment donné. Et qui est vraiment un super spectacle. Et justement, on m'a sollicité. Il y en a un autre qui a commencé presque le jour même où elle a fini, un autre commencé. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a sollicité. On va adapter le chemin de l'extase de Margot Anand, justement, et sûrement ça va aller jouer à Avignon en 2025, donc au Festival d'Avignon. Génial. Donc là, on n'a pas encore commencé, mais c'est aussi une super aventure dont je suis très joyeux, à laquelle je suis très joyeux de participer. Et donc, oui, il y a carrément de l'espace. Et les gens, même des fois, savent pas au début. Hein. C'est-à-dire, il faut pas venir avec un projet forcément tout ficelé. Ça dépend. Moi, on peut juste venir me voir aussi avec un désir de créer, mais quelque chose un peu de fugace, parce que je peux aider les gens justement à rassembler leurs idées, à voir ce qui est là et que peut-être ils ont du mal à voir. En fait, souvent j'ai envie de dire que mon premier travail, il est de faire vraiment un miroir et de dire aux gens, mais en fait, tu te rends compte, tout est déjà là, en fait, comme de montrer à la personne ce qu'elle voyait pas parce que c'était tellement elle qu'elle ne voyait pas ses qualités, ses forces, ses puissances. Bien sûr. Et c'est souvent une des premières choses qu'on a à faire, c'est de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà.
Et puis après d'accompagner les gens dans le process d'écriture et puis ensuite d'incarnation aussi de leur écriture, donc le jeu. Donc là, oui, j'ai plusieurs projets en cours, mais j'ai encore de l'espace. Donc Super. Et il y a un spectacle dont tu voulais parler justement autour du tantra là que tu m'évoquais tout à l'heure. Oui. Alors ça, c'est le deuxième spectacle que j'ai accompagné et du coup, c'était génial. C'est 3 facilitateurs de tantra qui m'ont contacté. Ils sont venus faire le stage C'est quoi ton poète? Donc et notamment donc il y a un couple dedans qui sont les facilitateurs. Leur école de tantra s'appelle Présence amoureuse. Enfin leur école, les ateliers, leur site, etc. Et je le dis parce que dessus, vous pourrez retrouver donc toutes les dates de leur spectacle. Parce qu'effectivement, ils voulaient créer un spectacle pour dévoiler ce que c'est véritablement le tantra. Et on a créé ce spectacle expérience, comme ils disent, qui dure 2 heures et qui est vraiment, pour moi, je trouve une manière mais formidable de sortir du fantasme et de voir véritablement ce qu'est le tantra. Et eux, dedans, racontent leur parcours, parce que c'est des gens qui viennent d'endroits super différents de leur vie, des gens Sophia qui travaillait complètement dans un autre champ, et puis des moments de la vie charnières qui font basculer, donc on suit ça, et puis comment ils ont rencontré le tantra, et puis c'est entremêlé ils montrent certaines pratiques de tantra, mais très simples, de connexion, enfin vraiment c'est une manière mais géniale de visiter, de découvrir ce que peut être le voyage du tantra, le voyage de transformation que c'est, le voyage de transformation personnelle que c'est. Et donc là ils ont en plus ils sont, alors moi je m'occupe pas ensuite de faire tourner les spectacles et tout ça, les gens sont responsables en fait de leur spectacle. Moi je les aide à accoucher de leur spectacle, et puis après comme une sage-femme c'est les parents qui s'en occupent, donc bonne nuit pour les nuits. Voilà, c'est eux qui ont donné le biberon, trouvé les crèches où jouer, où leur enfant pourra se battre en toute liberté, mais et du coup, là, ils sont déchaînés, je dois dire. Je suis vraiment admiratif. Et ils ont 14 dates. Là, c'est juste cet automne. Donc, ils jouent à Créa, à Romans, ils jouent à Paris, à Lyon. Ils vont venir à Chambéry, j'ai vu. Et à Chambéry, c'est le 13 octobre. Alors après, il faut s'inscrire sur leur site. C'est souvent dans des lieux qui sont pas des théâtres, qui sont des salles de pratique, par exemple de yoga ou de choses comme ça, qui en fait, ils tournent par ce réseau-là. Et moi, je trouve ça aussi très beau. Isabelle, avec son spectacle de chaussures, tourne dans des réseaux d'entrepreneurs, de choses comme ça. Et c'est une chose qui est belle. J'ai l'impression qu'il y a comme une mutation. La dernière fois, je me suis dit, en fait, c'est comme si... et je trouve ça beau, en fait. Être artiste, c'est plus réservé à une caste. Genre, eux, c'est des artistes. En fait, pour moi, on a tous en nous une part artistique. Et quand on a envie, qu'on brûle de créer, c'est cette part-là en nous qui a besoin de s'exprimer. C'est l'artiste en nous, en chacune de nous. Il y a un artiste qui à un moment, peut vouloir faire cette update, cette mise à jour, c'est-à-dire mettre sa nuit en pleine lumière, comme dirait Cocteau, et venir oser se montrer au monde. Parce que le voyage tantrique, c'est souvent pas un voyage solo, c'est un voyage aussi un peu collectif. Et le spectacle aussi, c'est pareil, c'est venir oser se mettre en lumière et dire je suis là, qui je suis, pourquoi je vous parle aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager de mon expérience, et j'ose évidemment me dévoiler, et ça demande un sacré confiance en soi. Donc c'est vraiment un voyage magnifique, ce voyage de création. Et donc pour ceux qui voudraient découvrir le tantra, allez voir l'appel du tantra. Super, merci Clément, un grand merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. On a déjà passé un beau moment ensemble, je te remercie. On peut te retrouver du coup sur ton site. Voilà, alors moi j'ai un site qui est un peu fixe, c'est celui de ma compagnie, donc l'Alchimie Compagnie. Et après, on met plus les events qu'on propose, les stages ou même les ateliers sur la page Facebook de la compagnie, l'Alchimique Compagnie. Moi, je partage aussi personnellement. Il y a aussi sur Instagram l'Alchimie Compagnie, mais c'est sur Facebook on crée des events où il y a les différents ateliers, des choses comme ça. Donc on peut te suivre sur les réseaux et via ton site. Voilà, et puis vous pouvez écrire au contact si vous avez envie via le site ou contact@l'alchimiquecompagnie.com et vous trouverez le chemin jusqu'à moi pour les gens qui sentent l'appel. Merci beaucoup Clément. C'était un grand plaisir, merci de l'invitation Anaïs. Avec joie. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours sur Radio Grand Lac. Belle journée tout le monde. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.